Et pour notre grand angle de ce soir, nous recevons donc Alain de Peretti. Alain de Peretti, bonjour. Vous avez donc dirigé Vérité sur la viande halal. Ce sont donc des actes du colloque organisés par l'association Vigilance Halal. Tout à fait. Alors pour commencer, Alain de Peretti, bon, déjà précisons que vous êtes vétérinaire, donc vous ne parlez pas comme quelqu'un de ne pas initié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est le halal ? Alors, le halal, c'est une manière de sacrifier les animaux pour les consommer, bien sûr, puisque le but final, c'est les consommer, qui fait appel à des pratiques qui sont essentiellement culturelles et il y a des règles qui sont précises, qui consistent à ne pas étourdir l'animal avant de le saigner. Et ça, tout le monde le sait, et c'est sur ce point d'ailleurs que tout le monde agit. Et il y a un deuxième point qui consiste qui est le fait de les égorger par une incision énorme qui sectionne toute la gorge jusqu'aux vertèbres. C'est-à-dire carrément, on coupe la tête, mais malheureusement, on laisse la colonne vertébrale, et à l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a des artères qui continuent à irriguer le cerveau. Et ce faisant, on coupe la trachée et l'œsophage, et ce qui est absolument interdit par les règlements sanitaires, et on commet donc une grave infraction sanitaire en ce faisant. Et ça, tout le monde l'oublie, on fixe le projecteur uniquement sur l'absence d'étourdissement. Et troisième volet, si j'ose dire, du triptyque de la problématique du halal, c'est le fait que ça permet de financer un culte religieux, à savoir le culte musulman et le culte israélite du reste, et que ce pour la viande cachère. Pour la viande cachère, puisque c'est l'abattage rituel, et que, à l'insu du consommateur, et que c'est une chose qui, a priori, n'est pas normale. Et se greffent là-dessus d'autres considérations, plus philosophiques, savoir que c'est une espèce de ghetto alimentaire qui me semble contrevenir à la doctrine du vivre ensemble qui est établie de façon pratiquement à longueur de journée par les médias et la classe politique. Et ça contredit aussi ce qui est écrit dans les textes religieux, puisque finalement les textes religieux ne sont pas précis sur la question. Ils demandent simplement de ne pas consommer une viande d'un animal mort et que la saignée soit la meilleure possible. Or, l'abattage standard tel que nous le pratiquons depuis toujours, correspond aussi aux critères de l'abattage religieux. Donc même sur le plan religieux, on peut contester cette méthode. Mais si ce n'est pas une prescription religieuse, dans ce cas, pourquoi fonctionner comme ça ? Parce que c'est plus rapide, ça coûte moins d'argent C'est très complexe parce qu'en fait, d'une part, ça permet de ramasser de l'argent. Encore une fois, il y a surtout des intérêts économiques. Et puis... Oui, mais si la souffrance était raccourcie, au final, il ne gagnerait pas moins d'argent. Il gagne, voilà. Mais c'est assez inexplicable parce qu'en fait, ça correspond à des us et coutumes dont finalement certains ne veulent pas se dégager. C'est-à-dire qu'ils refusent une analyse rationnelle des faits, et donc nous ne sommes pas dans une logique d'islamophobie ou de quoi que ce soit. On nous accuse quelquefois de stigmatiser ces religions, mais est-ce qu'on se pose la question pour les fumeurs, par exemple, de leur mettre une petite annonce mortuaire sur leur paquet de cigarettes et de les obliger à sortir pour fumer? On les stigmatise aussi. Et pourquoi le fait-on? On le fait sans se poser de questions, parce que c'est un problème de bien commun et de santé publique. Vous n'êtes pas en fait devant un paradoxe qui vous touche, vous, à essayer de faire de la viande halal des pratiques religieuses qui cacheraient en fait un ghetto identitaire ou une démarche identitaire, alors que finalement peut-être c'est tout simplement une démarche de marketing, une niche marketing dans laquelle se sont engouffrées les grandes multinationales de la viande et de la volaille. Alors vous soulevez un point qui est vraiment particulièrement intéressant, ce qui ne m'étonne pas de votre part, parce qu'en fait, ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que le halal s'est particulièrement bien inséré dans la logique de la malbouffe et de la distribution de masse. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez difficile à comprendre, mais sans doute parce que, là aussi, il y a des intérêts financiers et que c'est un outil de marketing, effectivement. Et que derrière l'argument religieux, finalement, il y a une grande tartufferie, et donc il y a des gogos, que ce soit dans les croyants de ces religions, qui acceptent ça. Et il y a nous aussi, nos consommateurs non musulmans, qui acceptons de manger cette viande. Donc c'est vraiment
une logique perdant-perdant. Hein, c'est pas gagnant-gagnant. Alors là, vous venez d'évoquer la malbouffe en parlant de la viande issue des abattages rituels. Dans quelle mesure vous considérez que c'est de la malbouffe? Est-ce que vous considérez que c'est de la malbouffe parce que c'est de la mauvaise viande, qu'elle a été mal abattue? Vous ne pouvez pas dire que c'est la malbouffe, c'est la même viande. Elles sortent du même endroit, c'est les mêmes élevages. C'est les mêmes élevages, mais... C'est la même viande. Alors, c'est le même animal. Donc c'est la même incidence gustative. Non, alors justement, donc, ceux qui, quand on a fait... Je vais vous décrire comment se passe un abattage halal, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi la viande ne peut pas être aussi bonne. D'une part, l'animal met un temps beaucoup plus long à perdre conscience. Pendant ce temps, il a une décharge d'adrénaline. Comme on lui a coupé le cou et coupé donc la trachée, l'œsophage, il a des régurgitations de l'estomac qui sortent par la plaie. Il les aspire en respirant, hein, et donc il stresse, il sécrète des toxines. Il agonise. Il y a donc une plus mauvaise saignée. Ça a été établi par des analyses scientifiques. La saignée est moins bonne. Donc, la saignée étant moins bonne, la viande est moins bonne. Et donc, on a au final une viande qui, sur le plan gustatif ou organoleptique, comme on dit dans le terme savant, est beaucoup moins favorable justement à une bonne cuisine. Enfin, il y a des gens qui disent que parce que les viandes halal ont moins de sang, elles sont meilleures pour la santé. Et justement, alors le problème, c'est que ces gens-là parlent sans savoir, puisque justement, je viens de vous le dire, la bête saigne mieux lorsqu'elle est étourdie, parce qu'elle est plus relaxée, que lorsqu'elle est consciente, parce qu'il y a un phénomène qui est facile à comprendre, même sans être un scientifique, c'est qu'un animal stressé va faire intervenir des réflexes de survie, et donc va retenir son sang. À telle enseigne qu'il se passe souvent dans les abattages rituels, ce qu'on appelle des faux anévrismes, c'est-à-dire qu'on lui a coupé donc tous les vaisseaux du cou et ça ne saigne plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est formé des anévrismes, c'est-à-dire que les artères elles se sont rétractées dans leur gaine. Une forme de contraction. Une forme de contraction, voilà. En fait. Et donc ça ne saigne plus. Et donc on est obligé de recouper. Ouais, et oui. Il y a 25% de cas de faux anévrismes. Donc c'est dire que sur le plan de la souffrance animale, évidemment, c'est évident. Mais sur le plan de la saignée, c'est aussi catastrophique. Donc les gens qui disent ça parlent sans savoir. Il y a quand même des données scientifiques. Et justement, le propre de Vigilance Halal, c'est de rester sur un plan purement scientifique, non politique, polémique, si, parce que c'est un sujet épineux, mais non politique, et de se baser sur la science, la raison et le droit. Donc il y a des règles de droit, il y a des règles scientifiques qui sont établies par des recherches, qui vont toutes dans le même sens. Et les gens, par exemple, qui vous disent « j'ai mangé halal toute ma vie, j'ai jamais été malade », c'est comme le fumeur qui vous dit qu'il a fumé toute sa vie, il n'a pas fait développer le cancer du poumon. Le seul risque qu'il y aurait, c'est de manger de la viande crue. Si elle est cuite, il n'y a aucun souci pour la vie. Alors, si elle est crue... Pas plus que celui qui mange tout de la à fait, viande. tout à fait. Mais il se trouve que les consommateurs culturels de halal ont des us et coutumes culinaires qui les amènent à cuire davantage la viande. Donc, ils sont moins malades. Mais dans notre société actuelle, européenne, occidentale, eh bien, ça provoque des problèmes. Et je vais citer un cas dramatique, qui s'est passé en Belgique, c'était au mois de juillet 2013, donc il y a un an, enfin, il va y avoir un an bientôt, la petite Aïcha, donc c'était sur un site musulman, qui est morte du syndrome hémolytique et urémique lié à Escherichia coli, donc à la suite de la consommation d'un barbecue halal mal cuit. Donc, ces gens-là se mettent finalement à nos us et coutumes, lorsqu'ils se mettent à nos us et coutumes, c'est-à-dire de faire un barbecue, parce que ce n'est pas le cas chez eux, ils ont les répercussions. Et il y a une maladie que je suis en train de... Enfin, une famille de maladies sur laquelle je suis en train de travailler avec le professeur Tillier, qui est spécialiste des maladies à prions, qui atteint de façon préférentielle justement les mangeurs culturels de halal, et parce qu'ils ont des pratiques, justement la pratique de l'abattage halal, notamment au moment de l'Aïd, les amène à consommer les matériaux à risque spécifiques, donc la moelle épinière et le cerveau. Il y a des statistiques Il y a des statistiques, oui, bien sûr. Qui confirment tout ce que vous dites. Qui confirment tout ce que je dis. Et il n'y a pas une évolution quand même quand on voit que maintenant il y a une viande halal certifiée biologique, par exemple. Oui. Cette certification, elle permet quand même de sortir des risques que vous évoquez. Non, parce que le prion, quand je parle du prion, par exemple, le prion ne peut être détruit que par l'incinération. Lorsqu'on laisse, après les fêtes de l'Aïd, partir le consommateur musulman avec sa carcasse de mouton
en lui donnant un papier, en lui disant qu'il faut que vous pratiquiez la démédulation, mais sans lui donner les précautions. C'est-à-dire qu'en abattoir, il faut savoir que les ouvriers qui pratiquent la démédulation ont des lunettes parce qu'une projection dans les yeux est contaminante et ont des gants parce que la moindre blessure est contaminante. Et que la ménagère musulmane qui va pratiquer la démédulation, si elle la pratique comme il faut, risque d'être contaminée. Et que, cerise sur le gâteau, c'est marqué noir sur blanc sur les directives ministérielles. Ce produit de démédulation doit être mis à la poubelle. Or, il ne peut être... C'est comme, par exemple, vous savez qu'on a mis une législation pour les déchets médicaux qui ne peuvent être qu'incinérés. Eh bien là, on est dans le même cas. Ils devraient être incinérés, ils ne le seront pas. Donc, on fait courir à l'ensemble de la population un risque sanitaire. Alors, il y a un autre problème, à mon sens, c'est également le fait que la viande halal, finalement, enfin, les animaux qui sont sacrifiés selon les rites, selon l'abattage rituel, que ce soit halal ou kasher, sont très nombreux, peut-être même plus nombreux que les consommateurs qui voudraient en acheter la viande. Et donc, on a déjà entendu fréquemment que les consommateurs qui, eux, ne cherchaient pas plus qu'autre chose à manger de la viande halal ou de la viande kasher, se retrouvaient à leur insu à manger ces viandes. C'est un scandale. Ils se trouvent à leur insu et ils subventionnent par leur achat, ils subventionnent le culte musulman. À leur insu, quand vous achetez de la viande cachère, c'est dans un magasin kasher. Oui. Vous êtes quand même en plein milieu du magasin, vous êtes au courant? Bien sûr, mais le problème, c'est que maintenant, vous avez 60% de la viande qui est commercialisée en France qui est abattue selon la manière halal. Le kasher ne représente même pas 1% de la viande. Donc, vous voyez, l'invasion. Et normalement, si c'était proportionnel à la population qui consomme du halal, il devrait y avoir pas plus de 10% de viande. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez dans un restaurant, par exemple, si on consomme de la viande halal, que ça soit indiqué Que ce soit indiqué. Alors, on a un moyen de le savoir, c'est par le numéro d'abattoir, l'OABA, c'est-à-dire l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui est un appendice du syndicat des vétérinaires, travaille depuis 40 ans, justement, pour ce faire. Et on demande au moins une identification. Il faut savoir. D'accord que les restaurateurs ne sont pas obligés de le faire aujourd'hui, ils ont juste à indiquer la provenance. La provenance, alors on va vous dire s'il est bio ou s'il est français, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir s'il est bio et français. D'ailleurs, je m'étonne que les organismes de certification bio n'exigent pas, dans leur philosophie, que l'animal soit abattu de façon standard et non pas halal. Puisqu'ils sont contre la souffrance animale et pour une salubrité, si vous voulez, de leur nourriture. Donc il y a déjà une contradiction. Alors ce que je voulais dire, c'est que comme on n'a pas voulu pratiquer l'identification de ces viandes, vous savez qu'en France, on est spécialiste pour faire des usines à gaz. Donc quand on veut éluder un problème, quand on veut le régler, soi-disant, et comme on ne veut pas identifier, on a pris un règlement sanitaire qui consiste, pour un abattoir qui veut abattre halal, à avoir une autorisation préfectorale qui assujettit à un cahier des charges, donc personnel formé, matériel adapté, etc. Et donc avec un cahier des commandes, un registre des commandes spécifiques, de manière à vérifier que la dérogation, parce que c'est quand même une dérogation, la règle, c'est l'étourdissement et épargner l'œsophage et la trachée lors de la saignée. C'est ça la règle. Or, il est autorisé à déroger à cette règle pour l'abattage religieux, qui n'est donc plus du tout dérogatoire finalement. Alors, il y a donc ce registre des commandes, et justement, Vigilance Halal a entamé donc toute une série de procédures dans un nombre croissant de départements, où on demande pour tous les abattoirs qui abattent en halal qu'on nous fournisse ce registre des commandes spécifiques. Et donc, nous sommes dans des procédures devant les tribunaux administratifs pour obtenir cette chose-là. Donc, on doit avoir une dizaine de départements maintenant où ces procédures sont initiées. Et c'est un travail de Romain, c'est une guerre de tranchées, puisqu'évidemment, ils refusent de nous donner ce document. Donc, petit à petit, on est en train de recueillir, évidemment, toutes ces données, même si on n'arrive pas à les avoir, on a une possibilité de recours même devant la Cour de justice européenne, parce qu'il y a, comme quoi l'Europe peut avoir des bons aspects, l'article 265 du traité stipule qu'on peut avoir ce qu'on appelle un recours en carence. Lorsque un État membre est en carence de règlement d'une question d'intérêt général,
par un de ses administrés, on peut saisir le tribunal, la Cour de justice européenne. Donc c'est peut-être ce qu'on fera donc à terme. Voilà. Et, des actions donc menées par Vigilance Halal. Voilà. Il n'est pas seulement un poste de veille, alors c'est Non. aussi des combats qui s'engagent. Tout à fait, tout Vous à n'avez fait. pas peur de stigmatiser, comme on dit aujourd'hui? Non, non, absolument pas. Nous, au contraire, nous n'avons pas peur de ce terme, nous ne nous laissons pas intimider par ce terme. On fait ce que le bien commun, ce que notre conscience nous dicte, et par ce biais-là, justement, nous ne voulons pas être dans la dénonciation, nous voulons être aussi dans l'action. Et par exemple, nous venons de déposer une plainte pour l'abattoir temporaire de l'Aïd à Belfort, qui fera sans doute parler d'elle sur le plan médiatique. On vient juste de la déposer cette semaine, d'ailleurs, parce que là, c'est un cas emblématique. On a laissé abattre 900 moutons sur une place en plein centre-ville, donc qui est asphaltée, donc c'est impossible à décontaminer, que le sang, les particules, à moins de 100 mètres des habitations, en trichant sur le poids des moutons de manière à rester dans une catégorie d'établissement classé, parce qu'un abattoir, c'est un établissement classé, et en foulant au pied toutes les règles sanitaires. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait fermer nombre de petits abattoirs de proximité sur les mêmes règles sanitaires qu'on foule au pied pour les abattages temporaires. Donc, et nous avons d'autres départements, par exemple les Bouches-du-Rhône, à Marseille. Alors là, carrément, ils ne veulent même pas nous donner les dossiers d'autorisation préfectorale. Donc on est devant le tribunal administratif pour obtenir ces documents. Mais c'est un véritable guerre de tranchées. Alors c'est relativement peu glorieux, c'est relativement peu médiatique. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier TV Liberté de me donner cette tribune pour faire connaître notre action. Et j'en appelle d'ailleurs aux spectateurs de TV Liberté pour leur dire qu'ils peuvent nous aider de plusieurs façons, soit en envoyant des dons en numéraire, parce qu'on a besoin, pour rétribuer notamment notre avocat, de quelques moyens financiers. Donc, boîte postale 40 003. Ah oui, c'est la page pub, là. Ah oui, j'en profite. Profitez, ça. Boîte postale 40 003 33 490 Saint-Macaire. Nous avons ça, 33 490 Saint-Macaire. Macaire, d'accord. Saint-Macaire. M-A-C-A-I-R-E. Et donc, nous avons un site internet, nous avons une page Facebook. Vigilancehalal.com. Vigilancehalal.com, avec 2 L, parce que la personne qui a déposé le nom de domaine s'est trompée dans le truc, mais c'est pas grave. Et donc, je donne aussi des conférences dans toute la France. Je ne prends aucun honoraire pour venir. Il suffit que les personnes réservent une salle et fassent connaître à leur réseau d'amis l'événement. Et donc, je me déplace pour informer donc, les personnes. Et puis, donc, deuxième moyen de nous informer, c'est de faire remonter des informations ou de créer des sections locales. Et je profite aussi à fond de cette invitation d'aujourd'hui pour dire que vient de des messages personnels pour vous dire qu'une section belge vient de se créer de Vigilance Halal. Donc, nous allons être à la dimension européenne, si ça continue, puisque, évidemment, toute l'Europe est concernée. Donc, pour le moment, il y a donc en Belgique maintenant et en France. Et en France, voilà. Uniquement. Uniquement. Et justement, on fait traduire justement je suis en train de faire traduire ce document en anglais et en espagnol. Vous voyez, donc on a quand même des ambitions d'agir un petit peu de façon globale, à la fois en communiquant, en faisant du lobbying, en faisant des actions judiciaires, en publiant aussi des documents scientifiques. Je suis en train de travailler avec le docteur Tillier, qui est un expert européen indépendant, qui a été donc expert pour la vache folle dans le dossier de la vache folle. Et à la rentrée, on va publier un ouvrage sur les prions, justement, qui proviennent des moutons. Parfait. Merci, Alain de Peretti. Merci. Vérité sur la viande halal, c'est aux éditions Godefroy de Bouillon. Bouillon. Merci, Élise. Merci, Alain. Merci, Alain.